La réceptionniste du refuge resta figée, son sourire suspendu comme une photographie arrêtée, son stylo immobile au-dessus des papiers d'adoption. Les mots de l'homme de 73 ans résonnaient dans l'air comme un défi à tout ce qu'elle pensait savoir sur la bonté humaine. « Je veux votre chien le plus détesté ». Ce n'était pas la demande habituelle d'un chiot joueur ou d'un compagnon doux qui remplissait d'ordinaire ses mardis matins d'espoir et de seconde chance. Emily Sanders cligna des yeux 2 fois, sa tasse de café refroidissant entre ses doigts, alors qu'elle tentait d'assimiler ce que Walter Gaines venait de dire. Les néons au plafond semblaient plus crus, accentuant les rides profondes de son visage buriné et la détermination glaciale de ses yeux gris. Le brouhaha constant des aboiements dans le refuge s'était étrangement tu, comme si chaque animal avait perçu que quelque chose de monumental allait se produire dans leur univers de béton et d'abandon. Derrière Walter, une jeune mère serra plus fort la main de sa fille, lui murmurant qu'il fallait partir, qu'il trouverait ailleurs un endroit normal pour adopter un animal. « Monsieur, je veux être certaine d'avoir bien compris ce que vous demandez », réussit à articuler Émilie, sa voix à peine stable alors qu'elle tendait la main vers un dossier marqué d'un ruban adhésif rouge vif. Quel genre d'homme entre dans un refuge pour réclamer l'animal que personne d'autre ne peut aimer? Et surtout, qu'y avait-il dans le box numéro 47, ce chien que même le personnel évitait de mentionner à voix haute? Laissez un j'aime si cette histoire vous touche et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant depuis quelle ville vous nous écoutez. Maintenant, reprenons le fil de l'histoire. Walter Gaines avait compté chaque tasse de café sale qui s'empilait sur son comptoir ce matin-là. 17 exactement, une pour chaque journée écoulée depuis que quelqu'un lui avait parlé avec un semblant de chaleur humaine. À 73 ans, ce vétéran de l'armée, ancien infirmier pendant la guerre du Vietnam, connaissait la solitude comme on connaît une douleur chronique incrustée dans les articulations. Une compagne silencieuse, installée pour de bon depuis les funérailles de Suzanne 3 ans auparavant. Sa modeste maison de 2 chambres, dans la banlieue tranquille de Fairview, en Pennsylvanie, portait encore par instants l'odeur de son savon à la lavande, une senteur qu'il ne remarquait plus vraiment. Sauf dans ses rêves. Ses 1856 $ de retraite mensuelle s'étiraient difficilement entre les médicaments pour son cœur, l'hypothèque d'une maison trop grande pour un seul homme et les courses qu'il touchait à peine. Walter avait appris à rationner ses pilules, ne les prenant qu'1 jour sur 2 en se répétant que son vieux cœur avait déjà survécu à pire qu'une irrégularité de rythme. L'anneau de mariage qu'il avait porté 42 ans avait laissé une marque permanente à son doigt, bien que l'alliance elle-même ait disparu le mois dernier. Il l'avait vendue pour payer la gravure finale sur la pierre tombale de Suzanne. Sur la cheminée, la médaille de bronze de son fils Peter reposait à côté des lunettes de lecture de Suzanne, relique d'une vie qui avait perdu tout son sens. Le sergent Peter Gaines était mort en Irak en 2005, tué par un engin explosif artisanal en tentant de sauver ses hommes. Walter conservait sa dernière lettre dans son portefeuille, le papier devenu doux à force d'être déplié et relu. « Papa, il y a un chien incroyable ici, un berger allemand nommé Shadow. Lui et son maître nous ont déjà sauvés 3 fois ce mois-ci. Tu devrais les rencontrer tous les 2. » Dans le quartier d'Elm Avenue, les voisins connaissaient Walter comme le veuf taciturne qui gardait sa pelouse impeccable, mais n'échangeait jamais plus que des hochements de tête polis. Madame Hargrove, sa voisine d'en face, avait organisé une chaîne de plats cuisinés après la mort de Suzanne. Mais la fierté de Walter avait bâti des murs plus hauts que la gratitude. Il avait remercié poliment, puis mangé seul, bercé par les craquements d'une maison vidée de rire. Emily Sanders travaillait au refuge de Fairview parce qu'elle croyait aux secondes chances, même si son salaire suffisait à peine à couvrir ses prêts étudiants. À 28 ans, elle avait vu assez d'animaux abandonnés pour savoir que ceux qui vivaient au fond du couloir ne trouvaient presque jamais de foyer. Le refuge tournait grâce à l'espoir et aux dons. Maintenant, tant bien que mal, un taux d'adoption de 65% qui les gardait au-dessus du minimum exigé par le comté. Dr Angela Liu, vétérinaire depuis 12 ans, savait reconnaître quand un animal avait cessé d'espérer. Elle avait appris à compartimenter les euthanasies, les fractures qui parlaient de maltraitance, les regards où plus aucune étincelle ne brillait. Parfois, en enfilant ses gants de latex le matin, elle se demandait si elle sauvait des vies ou si elle prolongeait simplement la souffrance. Dans le box numéro 47, un berger allemand que tout le monde appelait Diablo reposait recroquevillé sur lui-même, réduit à la taille d'une ombre sur le béton glacé.
4 ans, 88 kilos, alors qu'il aurait dû en peser 110. Son pelage clairsemé et la cicatrice en forme de L qui barrait son front racontaient une histoire que personne ne voulait entendre. Voilà 847 jours qu'il regardait défiler les familles devant sa cage, accélérant toujours le pas en l'apercevant tapis dans l'ombre. Depuis 412 jours, il avait cessé d'espérer. La main d'Émilie tremblait quand elle guida Walter dans le couloir principal, bordé de cages pleines d'aboiements joyeux et de queues frénétiquement agitées. Chaque box affichait une pancarte colorée avec des prénoms comme Lucky ou Bella, décorés de petits cœurs dessinés à la main et accompagnés de lettres de famille comblées. En avançant vers la zone d'isolement, là où l'espoir s'éteignait, le contraste devenait cruel. « Peut-être que vous voudriez jeter un œil à d'autres chiens avant », suggéra Émilie en s'arrêtant devant une chienne croisée labrador qui remuait la queue avec une énergie débordante. Daisy est parfaite avec les enfants, totalement propre, et cela ne fait que 3 semaines qu'elle attend une famille. Mais le visage usé de Walter restait fermé, ses yeux fixés sur un horizon qu'elle ne comprenait pas. Les néons du fond clignotaient, projetant des ombres instables sur les murs de béton. Le silence devenait pesant, seulement brisé par quelques gémissements étouffés et le grattement nerveux de griffes contre le sol. Le trousseau de clés d'Émilie tinta quand elle s'approcha du dernier box, celui marqué du ruban rouge et d'un classeur gonflé de rapports d'incidents. « Voici Diablo », murmura-t-elle comme si parler trop fort risquait de briser quelque chose de fragile. La police l'a trouvé attaché à un arbre, à moitié squelette. Elle consulta ses notes avec réticence. Ils disent qu'il était plus mort que vivant. La première vision de Diablo frappa Walter comme un coup de poing. Le chien gisait, immobile, son corps réduit à des côtes saillantes et des creux où autrefois vivaient les muscles. La cicatrice en L, trop nette pour être un accident, avait la cruauté d'une marque gravée exprès. Le plus déchirant, ce n'était ni la maigreur ni les plaies, c'était ses yeux. Pas de peur, pas d'agressivité, seulement du vide. Comme si quelqu'un avait éteint à jamais toute lumière intérieure. Il ne réagit pas à son nom, poursuivit Émilie, la voix encore plus basse. Il n'a pas aboyé depuis 8 mois, pas depuis l'incident avec cette famille de Camden. Le père a essayé de le caresser. Elle désigna le dossier bourré de rapports. Personne n'a été grièvement blessé, mais la plainte a failli fermer le refuge. Depuis, nous avons cessé de le montrer aux visiteurs. Walter s'agenouilla lentement devant la cage, ses genoux douloureux protestant contre le froid du béton. Le chien ne leva pas la tête, ne bougea pas une oreille, rien. Mais dans la manière dont ses pattes étaient positionnées, dans la tension à peine perceptible de son corps, Walter reconnut un langage familier, celui de la vigilance apprise au combat. « Quel est son vrai nom ?» demanda-t-il d'une voix basse, l'œil d'ancien infirmier repérant les séquelles d'un traumatisme systématique qu'il avait vu tant de fois dans les hôpitaux de campagne. « C'est tout ce que nous avons sur lui », répondit Émilie. La famille qui l'a rendu disait qu'il était ingérable, imprévisible. Ils l'ont gardé 6 semaines à peine. Un long silence pesa dans le couloir. Walter et le chien restaient immobiles, 2 âmes brisées, qui se jaugeaient sans se regarder. Puis doucement, la tête du berger allemand se souleva de quelques centimètres. Pas pour fixer Walter, mais pour reconnaître une présence différente des centaines d'inconnus qu'il avait méprisés. « Je le prends », dit Walter sans hésitation, sa voix résonnant avec la même autorité calme qui autrefois guidait les brancardiers sous le feu ennemi. Le stylo d'Émilie s'arrêta en plein milieu de ses notes. « Monsieur, je dois être honnête avec vous. Diablo demande des soins particuliers. Ce n'est pas un chien de famille. Les factures vétérinaires à elles seules », elle sortit sa calculatrice comme si la preuve par les chiffres pouvait briser la détermination de cet homme venu réclamer l'animal impossible. « Quel est le tarif d'adoption ?» demanda Walter, impassible. « $150, répondit-elle après une hésitation. « Mais monsieur Gain, me comprenez bien ?» Le portefeuille de Walter contenait exactement $163 en billets usés. C'était tout ce qu'il lui restait pour tenir jusqu'à la prochaine retraite. Il compta les billets un par un, chacun représentant un renoncement à ses propres besoins. Mais sa main ne trembla pas. Les papiers prirent 40 minutes, des décharges de responsabilité, des contacts d'urgence inexistants, des formulaires que Walter signait de sa main tremblante. À mesure qu'Émilie avançait, ses questions se faisaient plus inquiètes. Cet homme vivait seul, sans famille, avec une santé fragile, et il choisissait d'adopter un chien qui avait fait échouer tous les autres. « Êtes-vous absolument sûr de vous ?» demanda-t-elle une dernière fois d'un la voix presque suppliante, alors qu'il traçait sa signature sur la ligne finale. «
Walter tourna de nouveau la tête vers la cage, le chien n'avait pas bougé d'un centimètre. Mais dans ce silence, dans cette absence de réaction, Walter ressentit quelque chose d'invisible qui se connectait à son propre vide. « Madame, je n'ai rien choisi avec certitude depuis 3 ans, répondit-il calmement. Mais ça me semble juste. Les premiers pas du berger allemand hors du refuge ressemblaient à ceux d'un prisonnier libéré, hésitant, presque douloureux. Chaque patte se posait avec précaution, comme s'il craignait que le sol disparaisse sous lui. Walter tenait la laisse avec une légèreté instinctive, sachant qu'un seul geste trop brusque pouvait se transformer en menace. La lumière du jour l'aveugla. Les yeux du chien, habitués à l'éclat artificiel des néons et à l'ombre des murs de béton, se plissèrent. Le soleil d'après-midi lui paraissait une agression. Arrivé devant la vieille Buick bleue de 1987, Diablo se figea. La carrosserie reflétait le ciel et ses muscles se raidirent sous une mémoire invisible. Les portières d'une voiture, pour lui, elles avaient signifié trop de choses. Parfois le pire, rarement le meilleur. Walter ouvrit la porte arrière et s'assit sur un banc à proximité. Il savait que la patience était une arme, pas une option. 47 minutes passèrent sur le parking. Des familles riaient, chargeant des chiens excités dans des SUV flambant neufs. Walter, lui, attendait en silence, parlant de temps à autre d'une voix basse, presque comme s'il racontait des histoires à un fantôme. Le temps qu'il faisait, les couleurs des feuilles d'automne, le jardin de Suzanne qui avait fleuri autrefois dans leur cour, remplacé depuis par des herbes folles. Finalement, le chien bougea, pas avec entrain, mais avec l'obéissance mécanique d'un soldat qui suit un ordre. Il monta dans la voiture et s'écrasa contre la portière, cherchant déjà une issue de secours. Walter ajusta son rétroviseur, non pas pour surveiller la route, mais pour observer son passager. Chaque bruit du moteur, chaque virage faisait tourner la tête du chien, attentif, prêt à réagir. Plus qu'un animal effrayé, un professionnel en alerte. Le trajet révéla des indices que Walter rangea soigneusement dans un coin de sa mémoire. À proximité de l'école élémentaire, le chien haleta, nerveux. Près du parc des anciens combattants, il émit un gémissement presque inaudible. Chaque lieu semblait réveiller un souvenir précis. Walter reconnut ce langage. Les symptômes d'un traumatisme, les déclencheurs que seuls ceux qui avaient traversé l'enfer connaissaient. La maison de Walter, sur Elm Avenue, ressemblait exactement à ce qu'elle était, une demeure entretenue par orgueil, mais vidée de toute joie. La pelouse restait parfaitement tondue parce que Walter avait besoin de routine. Les volets verts étaient encore repeints, comme Suzanne les aimait. Mais à l'intérieur, c'était un mausolée où la poussière tenait lieu de compagnie. Le chien entra prudemment, comme un détenu qui découvre une nouvelle cellule. Son regard balaya la pièce, cherchant des issues, calculant les dangers. Finalement, il choisit la buanderie, le coin le plus éloigné de la vie de Walter. Un choix logique. 2 sorties possibles, une fenêtre au niveau du sol, un plancher en béton qui ne gardait pas l'odeur des intrus. Walter posa des gamelles d'eau et de nourriture, puis recula. Il savait qu'aucune parole, aucun geste ne briserait en un instant des années de souffrance. La première nuit mit à l'épreuve toutes ses certitudes. Le chien ne mangea pas, ne but pas, ne réagit à rien. Il resta allongé dans le coin, les yeux fixant les ombres qui passaient dans le couloir. Walter dormit sur le canapé du salon, prêt à intervenir mais sans s'imposer. Le 3e matin, le silence se brisa d'une manière brutale. Ses doigts engourdis échappèrent à sa tasse de café, celle que Suzanne lui avait offerte pour leur 20e anniversaire. La porcelaine éclata contre le carrelage, un bruit banal pour n'importe qui. Mais pour Diablo, ce fut l'apocalypse. Le fracas déclencha une panique sauvage, griffes raclant le sol, un gémissement étranglé, l'odeur acide de l'urine. Walter le retrouva recroquevillé dans la buanderie, collé au mur comme s'il voulait disparaître. Ses yeux écarquillés ne voyaient plus rien de présent. Il haletait si vite que son cœur semblait prêt à céder. De la mousse s'accumulait au coin de sa gueule. Walter s'assit lentement, à distance. Sa voix retrouva la tonalité qu'il avait utilisée des années plus tôt, quand il fallait calmer des soldats blessés sans morphine. « Du calme, soldat. Tu es en sécurité maintenant. Tout ça, c'est fini. » Il resta 43 minutes dans cette position. Il les compta par réflexe professionnel. Il parla sans s'arrêter, partageant des souvenirs de sa propre première nuit au Vietnam, des bruits qui le faisaient encore sursauter 30 ans plus tard, des blessures invisibles que le temps n'effaçait pas. Quand la respiration du chien ralentit enfin, Walter prit une décision. Cette nuit-là, il descendit les vieilles couvertures de Suzanne et installa son lit improvisé dans la buanderie.
Les os endoloris protestèrent contre le sol dur. Son cœur fragile ne lui laissa que des sommeils hachés. Mais rester là, à partager l'inconfort de ce chien brisé, était la seule chose qui lui semblait juste. Le 5e soir, Walter ouvrit les yeux et découvrit qu'il n'était plus seul. Le chien avait quitté le coin du mur, pas pour se rapprocher complètement, non, mais il n'était plus plaqué contre sa prison invisible. Quand Walter bougea pour se retourner, la tête du berger se leva, un signe de reconnaissance. Pas encore de confiance, mais une conscience de l'autre. La première percée vint par le contact le plus infime. Le museau toucha la main de Walter. Une seconde, deux tout au plus, presque un accident. Mais pour Walter, ce fut un éclair. Le premier geste volontaire de ce chien vers un humain depuis 847 jours. Il ne bougea pas, de peur de rompre ce fil fragile tendu entre deux âmes cabossées. « Voilà mon garçon », murmura-t-il dans l'obscurité, la gorge serrée d'émotions enfouies depuis trop longtemps. « On va s'en sortir, toi et moi, tous les deux. » Le 7e jour révéla pour la première fois un éclat du chien qu'il avait été avant que le monde ne le brise. Alors qu'il préparait son café du matin, décaféiné, comme le lui avait imposé son médecin, mais qu'il trichait parfois, Walter remarqua que le berger allemand se tenait désormais à l'entrée de la cuisine. Pas à l'intérieur, jamais aussi téméraire, mais juste assez près pour l'observer. La distance entre eux s'était réduite de 10 à 6 mètres. Walter nota cette progression comme un infirmier prendrait les constantes vitales d'un patient. « Bonjour soldat », dit-il doucement, évitant de croiser son regard direct. « Le café chauffe ? Je sais que tu n'en veux pas, mais ta compagnie est toujours la bienvenue. » À ce mot, soldat, les oreilles du chien tressaillirent. Walter se figea. C'était la première fois qu'il percevait une réaction claire à un terme précis. Son esprit d'ancien militaire fit aussitôt le rapprochement. Ce chien avait entendu ce langage quelque part dans une vie antérieure. L'après-midi, Walter tenta une expérience. En remplissant la gamelle d'eau, il prononça calmement « Repos, soldat ». Le corps de l'animal changea imperceptiblement. Ses muscles, tendus en permanence, semblèrent se relâcher d'un cran. Ce n'était pas un hasard. Ce chien connaissait les protocoles militaires. Les jours suivants confirmèrent l'intuition de Walter. Le matin, à 6 heures précises, il trouvait le berger posté devant sa porte de chambre, debout comme un garde en faction. Les promenades commencèrent modestement, juste jusqu'au bout de l'allée. Mais Walter observait comment sa tête pivotait sans cesse, scrutant chaque son, chaque mouvement, non pas comme un animal inquiet, mais comme un sentinelle entraîné. Ce n'était pas de la peur, c'était de la tactique. Un mardi matin, alors qu'il récupérait son courrier, Walter fut intercepté par Madame Hargrove. Sa voisine traversa la rue en pantoufles, ses bigoudis dressés comme des piquants d'hérissons. « Walter Gaines !» lança-t-elle en pointant le chien d'un doigt accusateur. « Ce chien est un danger pour le quartier. »« Bonjour Eleanor !» répondit-il calmement avec la même voix qu'il utilisait autrefois pour gérer les officiers trop autoritaires. « Jolie matinée, n'est-ce pas ?» Le berger se plaça aussitôt entre Walter et la voisine, pas agressif mais prêt, son corps tendu comme une barrière vivante. « Ne me saluez pas !» s'emporta-t-elle. « Nous avons parlé entre voisins. On connaît son passé. Ce chien aurait dû être euthanasié, pas refilé à un vieil homme qui ne sait pas ce qu'il fait. » Le mot « vieil homme » claqua comme une gifle. Mais Walter surprit même sa propre réaction. Sa voix ne trembla pas. Elle retrouva cette fermeté calme qu'il n'avait plus ressentie depuis des années. « Madame, ce chien a servi notre pays d'une façon que vous n'imaginez pas. Il mérite une retraite paisible, comme n'importe quel vétéran. » Il se redressa, droit malgré ses articulations douloureuses. « Si vous craignez pour votre sécurité, venez m'en parler directement. Mais cessez de colporter des rumeurs. » Madame Hargrove resta bouche bée, ses lèvres s'agitant sans qu'aucun mot n'en sorte. Walter tourna les talons, Diablo collé à son pas comme un soldat suivant la cadence. C'était la première fois en 3 ans qu'il défendait quelqu'un. Cette sensation d'adrénaline, longtemps éteinte, circulait de nouveau dans ses veines. Peu après, Walter remarqua un boitement subtil à la patte arrière gauche du chien. Il prit rendez-vous avec Dr Angela Liu. La vétérinaire examina l'animal avec une précision clinique, révélant un monde de douleurs silencieuses. Vieilles fractures, mal ressoudées, fonte musculaire due à la malnutrition, cicatrices trop nombreuses pour être accidentelles. Il a été entraîné, observa-t-elle, tandis que le berger se laissait manipuler sans protester, l'endurance stoïque d'un soldat supportant l'examen. Pas un dressage basique, du conditionnement militaire. Regardez, il me présente volontairement ses membres, comme pour un contrôle protocolaire.
Ce chien a été le partenaire de travail de quelqu'un dans un contexte à haut risque. Elle écarta doucement le pelage derrière son oreille gauche. Et ici, voyez cette marque? C'est l'emplacement typique d'un collier radio utilisé pour la communication longue portée. Walter sentit le poids de la vérité s'abattre. Son intuition trouvait confirmation. Ce chien n'était pas un échec de refuge. C'était un ancien soldat, blessé, recyclé, puis abandonné. La réalité financière, en revanche, fut une claque brutale. Dr Liu prescrivit des analyses complètes, des radios, des soins dentaires, un régime spécial. On parle d'environ 850 $, dit-elle avec prudence. Pour Walter, c'était une montagne. Ses médicaments, à lui, coûtaient déjà plus qu'il ne pouvait se permettre. Il demanda d'une voix qu'il voulait ferme, « Et si on ne fait rien ?» La vétérinaire soupira. « Il survivra. Mais dans une douleur chronique, sa qualité de vie restera limitée. Et certains problèmes s'aggraveront. » Elle marqua une pause, puis ajouta doucement, « Parfois, des associations de vétérans aident. Vous pourriez vous renseigner. » Ce soir-là, Walter s'assit à l'ancien bureau de Suzanne. Autour de lui, des reliques de 42 années de vie commune. La broche de grand-mère, peut-être 200 $, ses propres médailles militaires qu'il n'avait jamais cru mériter. Le blouson de lycée de Peter, la vaisselle de mariage utilisée 2 fois. Les premiers romans policiers de Suzanne. Chaque objet valait une mémoire, mais pouvait acheter une seconde chance. Le lendemain, Walter franchit la porte du prêteur sur gage de Main Street. L'air sentait la résignation et la misère, mais il se tenait droit. Le jeune employé examina chaque pièce avec des gestes respectueux. « Ces médailles, vous êtes sûr de vouloir les vendre, monsieur ?» demanda-t-il. Walter jeta un coup d'œil à travers la vitrine. Le chien attendait dans la voiture, immobile comme une sentinelle. « Elles n'ont plus leur place avec moi, » répondit-il simplement. « Elles appartiennent à quelqu'un qui en a plus besoin. » La transaction lui rapporta 740 $, de quoi payer les soins et acheter de la nourriture haut de gamme. Walter sortit du magasin plus léger qu'en y entrant. Il avait enfin l'impression de porter une mission digne du poids qu'il traînait depuis l'enterrement de son fils. Chez Dr Liu, le berger endura calmement ses examens et soins. Les radios révélèrent des séquelles irréversibles, mais rien qui compromette sa survie. Le détartrage soulagea des douleurs invisibles. Les analyses montrèrent une sous-alimentation sévère, mais des organes encore solides. Ce chien est un survivant, conclut Dr Liu. Avec du temps, il peut encore retrouver une vraie vie. Walter, vous lui avez offert quelque chose qu'il n'avait plus connu depuis longtemps. Quoi donc ? Demanda Walter. De l'espoir. Le trajet du retour fut différent. Cette fois, le chien prit place à l'avant. Pas collé à la portière, mais assis, attentif. Quand Walter lui parla doucement, ses oreilles s'orientèrent vers sa voix, comme s'il l'écoutait vraiment. Cette nuit-là, Walter se réveilla et découvrit qu'il n'était plus seul dans sa chambre. Le chien dormait au pied du lit, 15 pas plus près qu'avant. Mais pour Walter, c'était un bouleversement. Pour la première fois depuis la mort de Suzanne, il n'entendait pas uniquement le silence. Le rythme d'un autre cœur battait dans la pièce, et au matin, quand Walter prononça son habituel « Bonjour soldat », la queue du berger bougea. Pas encore un vrai battement joyeux, mais un signe, une reconnaissance, une promesse. Le matin du 17 septembre commença comme tous les autres. Le réveil sonna à 6 heures précises. Walter ouvrit les yeux pour trouver le berger déjà en position à côté du lit, droit comme une sentinelle. Depuis quelques semaines, il avait cessé d'être Diablo pour devenir Ranger, un nom que Walter avait choisi après avoir remarqué sa réaction au terme militaire. Ranger, cela sonnait juste comme une identité retrouvée. La routine était rodée, café pour Walter, eau fraîche pour Ranger, puis une marche dans le quartier parmi les érables qui se teintaient d'or et de rouge avec l'automne. Mais ce mardi-là, il y avait une tension particulière dans l'air. Ranger scrutait chaque bruit, ses oreilles pivotant plus vite que d'habitude. Walter, désormais habitué à lire son langage corporel, sut immédiatement que quelque chose clochait. À 8h47, le téléphone de Walter retentit, brisant le calme comme une explosion. C'était son vieux combiné à cadran, celui que Suzanne refusait de remplacer. La voix, au bout du fil, était précipitée, entrecoupée de sanglots et d'espagnol. « Monsieur Gaines, c'est Rosa Martinez de la rue Maple, ma fille, ma petite Hannah. Elle a disparu. » Walter sentit son corps réagir avant son esprit. Son ton devint calme, presque militaire. « Depuis combien de temps ? » « 23 minutes, sanglota Rosa. Elle jouait au parc des anciens combattants, et elle a disparu. La police arrive, mais elle n'a que 7 ans. Elle est autiste, elle ne parle pas, elle ne sait pas reconnaître le danger. Sa voix se brisa en un cri.
que seul un parent peut pousser quand l'impensable se produit. Ranger, comme s'il comprenait, s'était déjà posté près de la porte, la tête haute, prêt à partir. Walter attrapa sa veste, sa main tremblant légèrement, mais sa voix resta ferme. « Je viens tout de suite. » Le parc occupait 3 hectares de pelouse et de jeux colorés bordés de bois sombres où le moindre bruit se perdait. Quand Walter arriva, la scène était un chaos organisé. Policiers établissant un périmètre, voisins accourus, et Rosa effondrée serrant la petite veste rose de sa fille. Anna Martinez, 7 ans, autiste, non-verbal, énonçait l'agent de police dans sa radio. Vêtu d'un jean bleu et d'un t-shirt jaune, K9 en route, arrivée prévue dans 20 minutes. Walter s'avança, Ranger à ses côtés, métamorphosé, finit le chien brisé du refuge. Sa posture était celle d'un professionnel en mission. « Officier », lança Walter d'une voix qui coupa net le brouhaha. « Ce chien est formé, il peut chercher. » L'agent, jeune, nerveux, le regarda avec scepticisme. « Monsieur, on a des unités spécialisées en route. Merci de votre offre, mais cela fait 37 minutes qu'elle est absente, » interrompit Walter. Son ton n'était pas celui d'un vieil homme, mais d'un sergent habitué à décider sous le feu. « Chaque seconde compte. Ce chien a les compétences que vous n'imaginez pas. » Ranger s'avança d'un pas, se plaçant comme pour confirmer les mots de son maître. Rosa leva la tête. Ses yeux inondés de larmes cherchèrent une lueur d'espoir. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle, « Anna adore les animaux. Elle pourrait se laisser approcher par un chien ?» L'agent hésita. Mais le langage de Ranger, son intensité, était trop précis pour être du hasard. « Très bien, mais vous restez en contact avec nous. Au moindre signe, vous nous avertissez. » Walter s'agenouilla devant Rosa et prit doucement la veste de l'enfant. « Dites-moi, où aime-t-elle se cacher quand elle est effrayée ?»« Elle grimpe ?» répondit Rosa, essuyant ses joues. « Plus c'est haut, mieux elle se sent. Et elle suit l'eau, les ruisseaux, les canalisations. Le bruit l'apaise. » Walter hocha la tête. Il présenta la veste à Ranger. Le chien inspira profondément comme une machine calibrant ses capteurs. Pendant 30 secondes, il resta figé, enregistrant l'information. Puis il partit d'un pas sûr. Pas vers les bois, comme on aurait pu croire, mais vers la zone industrielle abandonnée à l'autre extrémité du parc. « Il a une piste !» souffla l'agent, désormais convaincu. « Ce n'est pas du hasard. » Walter suivait, le cœur battant fort, mais son pas restait ferme. Ranger avançait vite, alternant entre flair au sol et museau levé dans l'air. Ce n'était pas un chien qui cherchait au hasard, c'était une traque méthodique, apprise dans le sable et la poussière d'autres continents. Ils traversèrent 2 rues résidentielles, un parking désert et arrivèrent aux vestiges d'une ancienne filature. Là, Ranger accéléra soudain, muscles tendus. Il s'arrêta devant une bouche d'égout effondrée. Sa tête s'inclina, ses oreilles se dressèrent, puis il émit un gémissement particulier. Pas de peur, pas de joie, un signal. Walter le comprit immédiatement. « Tu l'as trouvé, hein, mon garçon ?» murmura-t-il. Il se pencha, son cœur manquant un battement à la vue. Dans le conduit, recroquevillée dans un espace trop étroit, gisait Anna. Sa peau était froide, ses lèvres bleues, mais sa poitrine se soulevait encore. Elle avait suivi l'eau comme sa mère l'avait dit, puis l'hypothermie l'avait terrassée. Ranger ne fit aucun geste inutile. Pas d'aboiement, pas d'excitation, il se plaça simplement devant l'ouverture, protégeant la fillette comme s'il attendait des ordres. Ses yeux fixés de Walter, cherchant confirmation, Walter porta sa radio à sa bouche, la voix vibrante. « Ici Walter Gaines, on l'a trouvée. Elle respire. Besoin d'une ambulance immédiatement. Ancienne canalisation derrière la filature de Fairview. » Les sirènes ne mirent que quelques minutes à résonner. Quand les pompiers sortirent Anna de la bouche d'égout, encore inconsciente mais vivante, Rosa s'effondra en sanglots de soulagement. Elle embrassa Ranger, ses mains tremblant sur son pelage rugueux. « Merci, merci », répétait-elle, sa voix brisée. Ranger, stoïque, se laissa faire. Mais Walter remarqua la façon dont ses épaules se détendaient. Ce n'était pas un hasard, ce chien venait d'accomplir une mission. « Comment saviez-vous qu'il pouvait faire ça ?» demanda l'agent, abasourdi. Walter caressa la nuque du berger. « Je ne le savais pas, mais je l'ai reconnu. Ce n'est pas un chien de refuge, c'est un soldat. » Sur le chemin du retour, Walter sentit Ranger se tourner plusieurs fois vers lui, comme pour évaluer leur nouveau lien. Il n'était plus seulement un compagnon silencieux. Il était redevenu ce qu'il avait été formé à être, un protecteur, un sauveteur. Mais si cette journée avait offert une victoire, elle avait aussi déclenché une épreuve que Walter n'avait pas anticipée.
Le stress, l'effort, l'adrénaline, tout cela pesait sur son cœur malade. Ce soir-là, alors qu'il ouvrait une boîte de nourriture haut de gamme pour Ranger, une douleur fulgurante traversa sa poitrine. Elle irradia le long de son bras gauche. Il s'effondra à genoux. Ranger réagit instantanément. Il se plaça contre lui, offrant son flanc comme appui. Pas un mouvement brusque, pas un son inutile, seulement la stabilité d'une présence entraînée pour ces moments-là. Walter peinait à respirer, ses doigts tremblant cherchant son téléphone. « 911 » murmura-t-il avant de perdre ses mots. La conversation avec les secours dura 3 minutes, durant lesquelles Ranger resta immobile, son corps solide soutenant celui de Walter. Quand les ambulanciers arrivèrent, ils trouvèrent un vieil homme pâle à bout de souffle et un berger allemand debout comme une garde d'honneur. Walter fut transporté en urgence, le masque à oxygène sur le visage. Son dernier regard, avant de perdre connaissance, fut pour Ranger planté dans l'allée, figé comme un monument de loyauté, les yeux suivant l'ambulance jusqu'à disparaître. La salle de soins intensifs ressemblait à un autre monde. Les murs blancs, les bips réguliers des moniteurs, les odeurs d'antiseptiques effaçaient toute chaleur humaine. Allongé, relié à des câbles, Walter avait l'impression de flotter dans une réalité suspendue. Mais même dans ce brouillard médicamenteux, son esprit revenait toujours vers la même image. Rangé, debout dans l'allée, comme un soldat refusant d'abandonner son poste. Le lendemain, une silhouette familière entra dans la chambre. Dr Angela Liu, en tenue civile, portait un dossier cartonné épais. Son visage, d'ordinaire serein, trahissait une gravité inhabituelle. Elle s'assit près du lit de Walter. « J'ai fait des recherches, monsieur Gen. J'ai passé quelques coups de fil. Il y a des choses que vous devez savoir au sujet de Ranger. » Elle ouvrit le dossier. Des documents militaires, des rapports vétérinaires et surtout des photos. La première montrait un berger allemand, dans la force de l'âge, musclé, alerte. À ses côtés, un soldat jeune, souriant, vêtu de l'uniforme désertique. Son bras reposait sur le cou du chien avec la familiarité d'un frère d'armes. Walter sentit sa gorge se serrer. « Cela a été pris en Afghanistan en 2004. » expliqua Angela d'une voix douce. Ranger faisait partie de l'unité K9 de la 25e division d'infanterie. Spécialisation, détection d'engins explosifs improvisés. Selon ses états de service, il a sauvé 47 vies au cours de ses 2 déploiements. Les mains de Walter tremblaient lorsqu'il effleura la photo. Il reconnaissait ce regard intense, cette posture fière. Le chien qu'il avait cru briser n'était pas n'importe qui. C'était un vétéran décoré. Angela poursuivit sa lecture. Médaille du Bronze Star pour bravoure, Purple Heart pour blessures en opération. Témoignages élogieux de plusieurs commandants, elle leva les yeux vers Walter. Ce n'est pas un simple chien abandonné, c'est un héros de guerre. La pièce sembla se réduire. Walter n'entendait plus les machines, seulement le battement douloureux de son cœur et la révélation qui s'imposait. Ce chien avait marché sur les mêmes terres de poussière et de feu que son fils. Angela sortit un second dossier. Après la mort de son maître, le sergent Michael Turner, en 2005, Ranger a été mis à la retraite. Il a été confié à la veuve du soldat. Elle l'a gardé 6 mois, mais ses propres traumatismes rendèrent la cohabitation impossible. Elle a fini par le confier à une autre famille, puis à une autre encore. Chaque foyer l'a gardé moins longtemps que le précédent. Finalement, après un incident, il s'est retrouvé en refuge. Ici, à Fairview. Elle marqua une pause. Le dernier foyer avant le refuge habitait à 6 rues de chez vous. Walter resta figé. Pendant tout ce temps, ce chien avait erré dans le même quartier que lui, comme 2 âmes perdues, séparées par quelques pâtés de maison. « Il y a encore quelque chose », ajouta Angela. « J'ai contacté Linda Turner, la veuve du sergent. Elle veut vous rencontrer. Et elle a une information qui vous concerne directement. » Les heures qui suivirent furent un supplice d'attente. Walter somnolait par à-coups, ses rêves peuplés de voix disparues. Il revoyait Suzanne, souriante dans le jardin. Son fils Peter penché sur une lettre, et au milieu, l'ombre fidèle de Ranger veillant. Le lendemain, Linda Turner franchit la porte de la chambre. Elle paraissait encore jeune, mais son visage portait la marque d'un deuil ancien, jamais tout à fait refermé. Elle tenait un album photo contre sa poitrine comme un trésor fragile. « Monsieur Gens », dit-elle avec une émotion contenue, « je dois vous parler de la dernière mission de mon mari et de Ranger. » Elle ouvrit l'album. Les images défilaient. Soldats en patrouille, instant de répit, regard complice entre un homme et son chien. Walter voyait dans ces photos une fraternité qui dépassait les mots. Leur dernière mission consistait à sécuriser un convoi de ravitaillement médical.
expliqua Linda, la voix tremblante mais décidée. Les renseignements signalaient un champ de mines sur la route. Mike et Ranger ont été envoyés en avant pour nettoyer le passage. Ils ont trouvé 17 engins sur 3 km. Ils ont sauvé 15 soldats ce jour-là. Mais sur le chemin du retour, une vieille mine, indétectable par leur matériel, a explosé. Mike est mort sur le coup. Ranger a survécu mais changé à jamais. Elle tourne à une page. Walter vit un document militaire, une lettre de félicitations. Son cœur s'arrêta presque quand il lut le nom du commandant du convoi, lieutenant Peter Gaines. Linda baissa les yeux. Votre fils faisait partie du convoi que Mike et Ranger ont sauvé, 3 semaines avant qu'il ne soit tué lui aussi par un engin explosif. Walter ferma les yeux. Ses larmes jaillirent sans retenue. Tout s'entremêlait, la mort de son fils, ce chien au passé brisé, le hasard qui les avait réunis. Non, pas le hasard. Quelque chose de plus profond. Ranger n'était pas arrivé dans sa vie par accident. Il avait servi aux côtés de son fils. Il avait déjà sauvé Peter, et maintenant, il était revenu, comme pour finir une mission inachevée. Linda posa sa main sur celle de Walter. Mike disait toujours que Ranger choisissait ses missions, qu'il avait un instinct pour savoir qui avait besoin de lui. Je crois qu'il vous a choisi. Le silence qui suivit était chargé de fantômes et de sens. Walter comprit alors que ce chien n'était pas seulement son compagnon. Il était le lien vivant entre lui et son fils. Une dernière chance de service, de rédemption, de famille. La sortie de l'hôpital fut un mélange de soulagement et d'angoisse. Walter reçut un sac en plastique rempli de médicaments, chacun étiqueté avec des horaires stricts, des posologies complexes. Dr Williams, la cardiologue, avait été clair. Monsieur Gaines, sans une prise régulière de votre traitement, une nouvelle crise cardiaque est inévitable, et la prochaine pourrait être fatale. Les chiffres étaient implacables. Le coût mensuel de ces comprimés atteignait 350 $, presque un quart de sa pension. Walter savait qu'il ne pourrait pas payer à la fois ses soins et ceux de Ranger. Le taxi le déposa devant sa maison. Derrière la fenêtre, une silhouette se dessina avant même que la voiture ne s'arrête. Ranger était là, en poste, le regard rivé sur l'allée. Dès que Walter franchit le portail, le chien surgit, mais sans exubérance. Pas de bond, pas d'aboiement. Simplement une présence solide, collée à ses jambes, comme pour vérifier que son maître était bel et bien revenu. « Salut, soldat !» murmura Walter, la voix éraillée par l'émotion. « Je suis rentré. » À l'intérieur, la maison avait l'air plus petite, comme si son séjour à l'hôpital lui avait ouvert les yeux sur ce qu'il risquait de perdre. Chaque photo de Suzanne, chaque objet de Peter brillait d'un éclat nouveau, fragile. Ranger suivait chacun de ses pas avec une vigilance quasi médicale. Il s'asseyait dès que Walter s'essoufflait, posait sa tête sur sa cuisse chaque fois que la douleur revenait. Le vieux soldat se surprit à se demander si ce chien ne sentait pas, au fond, le battement irrégulier de son cœur. Les comptes arrivèrent sur la table de la cuisine comme une sentence. Hypothèque, 540 $, électricité et gaz, 120, nourriture, 200, croquettes spéciales et soins vétérinaires de Ranger, 180. Ses propres médicaments, 347. Le total dépassait largement ses revenus. Quelque chose devait céder. Walter fixa longuement les boîtes de pilules alignées devant lui. Puis, d'une main ferme, il décida qu'il les prendrait un jour sur 2. Cela lui donnerait un peu plus de temps avec Ranger, même si cela réduisait le sien. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la nouvelle du sauvetage d'Anna s'était répandue dans toute la ville. L'histoire d'un vieil homme malade et de son chien héroïque avait frappé les esprits. Jenny Cooper, une jeune voisine, avait lancé une collecte. Le soir même, une petite dizaine de personnes débarquèrent chez Walter les bras chargés. Rosa Martinez, les yeux encore humides de gratitude, apporta un panier de nourriture. Madame Hargrove, la voisine autrefois si hostile, entra avec un service à thé et une enveloppe remplie de billets froissés. « Walter, dit-elle d'une voix mal assurée, j'ai eu tort, j'ai jugé trop vite. Ce chien a sauvé une enfant. Et vous lui avez donné une seconde vie. Ce quartier est des meilleurs grâce à vous. » La cuisine de Walter se transforma en salle de réunion improvisée. On parle de cagnotte en ligne, de vente de gâteaux, de dons d'associations de vétérans. Jenny ouvrit son ordinateur portable. « Nous avons déjà 860 $, et le bouche à oreille fonctionne. Des associations de militaires commencent à s'y intéresser. » Walter, la gorge nouée, ne savait pas comment répondre. Toute sa vie, il avait appris à donner sans attendre en retour. Recevoir, accepter l'aide des autres, c'était contre sa nature.
Mais en voyant Ranger s'allonger paisiblement au milieu du salon, entouré d'enfants qui venaient timidement lui caresser le dos, Walter comprit que cette fois, il n'avait pas le droit de refuser. Ce n'était pas seulement son histoire, c'était celle d'un chien qui appartenait à la communauté tout entière. Dr Liu, présente elle aussi, ajouta une information précieuse. J'ai contacté le département des anciens combattants. Ranger a un dossier complet. Son service militaire lui donne droit à une couverture vétérinaire. Et vous, en tant que son tuteur officiel, vous pourriez obtenir une aide mensuelle. Quelques semaines plus tard, Walter et Ranger firent le voyage jusqu'au bureau régional du VA. La salle d'attente était remplie de vétérans aux cicatrices visibles et invisibles, chacun accompagné d'un chien de service. Certains portaient la même intensité que Ranger, d'autres étaient de petits compagnons au rôle plus thérapeutique. Walter sentit un étrange apaisement. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas seul dans son combat. Maria Santos, l'assistante sociale, consulta les dossiers avec sérieux. Ranger a reçu la Purple Heart. Il est officiellement reconnu comme vétéran de guerre. Cela lui donne droit à des soins vétérinaires pris en charge à vie. Elle leva les yeux vers Walter, un sourire adouci aux lèvres. Et vous, monsieur Gens, en tant que son gardien, vous avez droit à une allocation mensuelle. Ce n'est pas une fortune, mais cela couvrira ses besoins. Walter eut du mal à parler. L'allocation représentait $340. Exactement ce qui manquait pour couvrir ses propres médicaments. Comme si la vie, pour une fois, lui offrait un sursis. Le retour à la maison marqua le début d'une nouvelle routine. Ranger ne se contentait plus d'être un compagnon. Il était devenu un véritable chien d'alerte médicale. Chaque fois que Walter ressentait une douleur dans la poitrine, il le remarquait avant même que les symptômes ne deviennent visibles. Il posait sa tête sur ses genoux, le fixait avec insistance, l'obligeait à s'asseoir, à respirer. C'était comme si son entraînement militaire s'était transformé en mission de sauvetage intime. Garder en vie son nouveau maître. L'automne avançait, colorant Fairview de rouge et d'or. Walter et Ranger marchaient de plus loin désormais, leurs pas mesurés mais sûrs. Partout où ils passaient, les regards changeaient. Les gens qui autrefois détournèrent les yeux s'arrêtaient pour saluer, parfois même pour remercier. Walter, habitué au silence, redécouvrait le poids d'un sourire échangé. Un jeudi, alors qu'il lisait dans son fauteuil, le téléphone sonna. Une voix féminine se présenta. « Bonjour, je m'appelle Sarah Liu. Je réalise un documentaire sur les chiens militaires et leur vie après le service. Votre histoire avec Ranger, on en a entendu parler. Elle mérite d'être racontée. » Walter hésita. Lui, à la télévision, sa vie étalée devant des inconnus, mais Sarah poursuivit. Ce n'est pas seulement votre histoire, c'est celle de centaines de chiens comme lui, de vétérans comme vous. Si vous acceptez, nous pourrons sensibiliser, peut-être même lever des fonds pour aider d'autres duos. Il jeta un coup d'œil vers Ranger qui somnolait à ses pieds, mais dont les oreilles s'étaient dressées à l'évocation de son nom. Walter soupira. Si ça peut en aider d'autres, alors d'accord. Le premier jour de tournage arriva un matin clair d'octobre. L'air avait ce parfum sec et doré que Walter associait autrefois aux marches militaires d'automne. Sarah Liu et son équipe installèrent leurs caméras dans le salon, transformant la pièce en plateau improvisé. Les projecteurs réchauffaient les murs tapissés de souvenirs. La photo de Suzanne en robe d'été, le portrait en uniforme de Peter, et maintenant, au centre de tout, Ranger couché mais attentif, comme s'il comprenait qu'une nouvelle mission commençait. Walter, d'abord mal à l'aise, se retrouva surpris par la douceur de l'équipe. On ne lui posait pas de questions superficielles. On lui demandait de raconter, de replonger dans le jour où il avait franchi la porte du refuge et demandé le chien le plus détesté. Sa voix, grave mais posée, remplit la pièce. On me demande souvent pourquoi j'ai fait ça. La vérité, c'est que je ne l'ai pas choisi. Nous nous sommes choisis mutuellement. Les mots coulaient plus facilement qu'il ne l'aurait cru. Il parla de ses nuits à dormir sur le sol de la buanderie, de la première fois où Ranger avait touché sa main, du regard qu'il avait vu dans ses yeux lorsqu'il l'avait appelé « soldat ». Puis vint le récit du sauvetage d'Anna. Walter s'interrompit plusieurs fois, la gorge serrée. Mais chaque fois, Ranger venait poser sa tête contre son genou, comme pour lui donner la force de continuer. Sarah, derrière la caméra, murmura « C'est exactement ce que nous voulons montrer, que la guérison est réciproque ». Les semaines suivantes, l'équipe filma leur quotidien. Les promenades matinales où Ranger marchait en cadence, le silence partagé dans le jardin, les visites chez Dr Liu où le chien supportait chaque examen avec stoïcisme. Walter apprit à oublier la caméra, à se concentrer sur l'essentiel. La manière dont Ranger lui avait rendu une raison de se lever chaque matin.
Un après-midi, Sarah l'invita à parler directement face à l'objectif. Walter inspira profondément. Les gens pensent que ce sont les cicatrices visibles qui pèsent le plus. Mais non, ce sont les absences, le vide laissé par ceux qu'on a perdus. J'ai enterré ma femme, j'ai perdu mon fils, et je me suis retrouvé seul dans une maison trop grande. Puis ce chien est entré, un chien que tout le monde avait abandonné. Et ensemble, nous avons appris à tenir encore un jour de plus. Ses yeux se voilèrent, mais sa voix resta ferme. Voilà ce que j'aimerais que les gens comprennent. Les âmes brisées ne sont pas inutiles. Elles savent bien mieux que quiconque ce que signifie survivre. Lorsque le documentaire fut diffusé, quelques mois plus tard sur une grande chaîne publique, l'impact dépassa tout ce que Walter avait imaginé. Les appels commencèrent à affluer. Des vétérans d'autres États, des familles endeuillées, des associations. Certains pleuraient en laissant des messages, d'autres proposaient des dons. Une fondation vit même le jour, les gardiens silencieux, destinés à réunir des chiens militaires retraités avec des vétérans isolés. Walter regardait tout cela avec une humilité désarmante. Il ne se considérait pas comme un héros. Ranger, oui. Mais lui, il avait simplement tendu la main quand plus personne ne le faisait. Pourtant, il ne pouvait ignorer la fierté qui gonflait sa poitrine lorsqu'il voyait le nom de Ranger associé à l'espoir pour d'autres soldats. La notoriété locale se transforma rapidement en reconnaissance nationale. On invita Walter à des conférences de vétérans, parfois même à distance, car ses forces déclinaient. Ranger, toujours à ses côtés, a attiré tous les regards. On racontait son histoire aux enfants dans les écoles, on montrait ses photos lors des collectes de fonds. Un soir de décembre, alors que la neige recouvrait les trottoirs, Walter reçut une lettre officielle estampillée du sceau militaire. Il l'ouvrit avec précaution, ses mains tremblantes. À l'intérieur, un texte sobre mais solennel informait que Ranger recevrait une médaille honorifique pour service exceptionnel, remise lors de la cérémonie annuelle des anciens combattants. Walter resta longtemps à fixer la lettre, incapable de retenir ses larmes. « Tu vois, soldat » murmura-t-il en caressant la nuque du berger. Cette fois, on n'a pas oublié. La cérémonie eut lieu dans le gymnase de la ville, transformé en salle de mémoire. Des drapeaux pendaient au mur, des chaises alignées accueillaient familles et vétérans. Walter, en costume trop large, avançait lentement, soutenu discrètement par une canne. Ranger marchait à ses côtés, fier, le poil lustré, un collier décoré d'un ruban bleu. Quand vint leur tour, l'officier annonça d'une voix vibrante « Aujourd'hui, nous honorons Ranger, berger allemand, vétéran de guerre, pour avoir sauvé la vie de dizaines de soldats en service, et plus récemment, celle d'une enfant de notre communauté. » Les applaudissements remplirent la salle. Walter sentit son cœur battre trop fort, mais aussi tenir une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Il se tourna vers Ranger. Le chien, imperturbable, fixait la foule avec dignité. Comme s'il savait, cette reconnaissance publique marquait un tournant. Walter comprit que leur histoire avait dépassé le cadre intime. Ranger n'était plus seulement son compagnon. Il était devenu un symbole, et ce rôle, Walter décida de l'assumer, même si ses forces faiblissaient. La reconnaissance nationale donna un souffle nouveau à la petite fondation créée autour de Ranger. Les dons affluaient, modestes parfois mais nombreux. Des vétérans isolés prirent contact. Certains confièrent leur peur de vieillir seuls. D'autres parlèrent de cauchemars nocturnes, de silences trop lourds. La fondation, baptisée officiellement les Gardiens Silencieux, trouva sa mission, réunir des anciens chiens militaires avec des hommes et des femmes qui savaient ce que signifiait porter des cicatrices invisibles. Walter assistait aux réunions quand il le pouvait. Assis sur son fauteuil, Ranger à ses pieds. Il parlait peu, mais chaque mot avait un poids immense. « Les chiens comme Ranger ne sont pas des restes d'un passé révolu », dit-il un soir devant un groupe de bénévoles. « Ce sont des frères d'armes. Ils ont besoin de nous autant que nous avons besoin d'eux. » Mais derrière cette ferveur, la santé de Walter s'étiolait. Ses forces déclinaient jour après jour. Ses pas devenaient plus lents, ses nuits plus hachées. Ses médicaments, même pris régulièrement grâce au soutien de la communauté, n'arrivaient plus à contenir l'usure de son cœur fatigué. Ranger le savait. Walter n'avait pas besoin de paroles pour comprendre la vigilance accrue du chien. Il restait posté à côté de lui des heures entières, l'observant comme s'il comptait chaque respiration. Lorsque Walter avait une douleur, le berger posait sa patte sur son genou, le forçant à s'asseoir. Quand les vertiges le prenaient, il se plaçait pour soutenir son poids, guidant ses pas jusqu'au fauteuil. Une nuit particulièrement froide, Walter se réveilla en sursaut, sa poitrine serrée.
Ranger était déjà là, le museau appuyé contre son bras, ses yeux brûlants d'alerte. Walter comprit que même dans ses rêves, il n'était plus seul. Le contraste entre la fragilité de son corps et l'énergie qui naissait autour de lui était frappant. La fondation s'étendait. Les médias revenaient, les lettres se multipliaient. Un ancien combattant du Texas écrivit « Grâce à vous, j'ai adopté un chien militaire. Il me rappelle chaque jour que ma vie a encore un sens. » Une veuve d'Ohio témoigna « Voir votre histoire m'a donné la force de reprendre contact avec ma communauté. » Walter lisait ces mots avec des larmes dans les yeux. Il n'avait jamais cherché à devenir un symbole. Mais voilà que sa maison, autrefois vide et silencieuse, était devenue un phare. Un après-midi de janvier, la neige tombait drue sur Fairview. Walter, assis près de la fenêtre, observait les flocons se coller aux vitres. Ranger, couché à ses pieds, leva soudain la tête. Un groupe d'enfants passait devant la maison brandissant une pancarte colorée « Merci Ranger et Monsieur Gagne ». Walter esquissa un sourire, fatigué mais sincère. « Tu te rends compte, soldat ?» dit-il en caressant la tête du chien. « Toi et moi, on a réussi à transformer un peu de douleur en quelque chose qui compte. » Ce soir-là, il nota dans un carnet « Ma mission n'était pas finie. Elle devait passer par lui. Peut-être que la vie savait ce qu'elle faisait après tout. » La renommée finit par attirer une nouvelle proposition. Sarah Liu, la réalisatrice, revint le voir. « Walter, nous préparons une suite au documentaire. Cette fois, ce ne sera pas seulement votre histoire. Ce sera celle de tous les duos vétérans et chiens militaires que la Fondation a réunis. Mais vous resterez le cœur du récit. Vous êtes la preuve que même à 73 ans, un homme peut encore changer des vies. » Walter hocha lentement la tête. Il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Mais si son histoire pouvait servir de tremplin à d'autres, alors cela valait chaque effort, chaque souffle. Le tournage montra un Walter affaibli mais digne, épaulé par Ranger comme une ombre fidèle. Les caméras captèrent des moments intimes. Walter ajustant ses pilules avec soin, Ranger couché à côté du lit, veillant sur ses nuits agitées, les visites d'enfants du quartier qui venaient apporter des biscuits au vieux soldat et à son chien. Chaque image transmettait une vérité simple. L'amour ne s'éteint pas avec l'âge ni avec la douleur. Il change seulement de forme. Les semaines suivantes furent marquées par une alternance de petits triomphes et de grandes fatigues. Walter gagnait encore des sourires quand il sortait Ranger marcher dans la rue. Mais chaque sortie lui coûtait davantage. Les pas qui autrefois semblaient déjà si fermes s'alourdissaient et ses halètements s'allongeaient. Ranger ralentissait son allure instinctivement, ajustant chaque foulée pour que son maître puisse suivre. C'était comme si les rôles s'étaient inversés. Désormais, c'était le chien qui guidait l'homme. La communauté de Fairview veillait de plus en plus. Les voisins passaient régulièrement déposer des repas, vérifier que Walter n'avait besoin de rien. Même Madame Hargrove, autrefois si hostile, s'était transformée en alliée fidèle. Elle avait pris l'habitude d'apporter du thé chaud les après-midi d'hiver, prétextant qu'il était meilleur quand on le partage. Walter souriait intérieurement en voyant Ranger se poster toujours entre eux, vigilant mais de moins en moins méfiant à son égard. Un soir de février, Walter ressentit une douleur particulièrement vive, irradiant jusque dans sa mâchoire. Il s'assit lourdement, le souffle court. Ranger, aussitôt, posa sa tête sur ses genoux, ses yeux rivés sur lui, comme s'il voulait le forcer à rester ancré dans le présent. Walter caressa son pelage rugueux. « Ça va, soldat ? » ?»« Pas encore, pas ce soir. » Mais il savait. Le compte à rebours avait commencé. Les médecins l'avaient prévenu. Chaque crise rapprochait l'inévitable. Et pourtant, Walter refusait d'en parler comme d'une fin. Pour lui, ce n'était qu'un passage de relais. Quand je ne serai plus là, se dit-il, Ranger devra continuer sa mission. Pas seul, pas abandonné, mais auprès de quelqu'un qui comprendra. Le documentaire de Sarah, diffusé en avant-première, accéléra cette réflexion. Les images de Walter et Ranger, entrelacées avec celles d'autres vétérans et de leurs chiens, touchèrent le pays tout entier. Les lettres affluaient encore plus nombreuses. Une petite fille la écrivit « Cher Monsieur Gaine, je veux devenir vétérinaire pour soigner les chiens comme Ranger. Merci de m'avoir montré ce que veut dire courage. » Walter lut cette lettre 3 fois de suite, les yeux embués. Ranger, couché contre lui, semblait écouter le battement ralenti de son cœur, comme s'il voulait le retenir encore. Puis vint ce dimanche de mars où la maison de Walter se remplit une dernière fois de visages amis. Jenny, Rosa, Madame Hargrove, Dr Liu et même des vétérans venus de loin grâce à la fondation. Tous s'étaient rassemblés pour lui témoigner leur gratitude. Walter, affaibli mais droit dans son fauteuil, parla d'une voix lente mais claire. « Je pensais avoir tout perdu.
ma femme, mon fils, ma place dans ce monde. Mais ce chien m'a appris que même les âmes les plus brisées peuvent encore servir. Et servir, c'est ce qui nous garde en vie. Un silence respectueux suivit ces mots, seulement interrompu par le bruit régulier de Ranger qui se redressa, planté comme un garde devant son maître. Les regards se croisèrent. Chacun comprit sans qu'il soit nécessaire de l'exprimer. Walter approchait de son dernier combat. La nuit qui suivit fut calme. Walter dormit plus profondément qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Ranger resta éveillé presque tout du long, couché au pied du lit, ses oreilles alertes, son regard fixé sur l'homme qui avait rallumé une flamme dans sa vie. Vers l'aube, Walter se réveilla faiblement. Il tendit la main que Ranger vint frôler de son museau. « Mission accomplie, soldat !» murmura Walter dans un souffle. « Tu peux continuer sans moi. » Ses paupières se fermèrent doucement. Son visage, marqué par les années de deuil et de douleur, sembla enfin apaisé. Ranger ne bougea pas. Pas tout de suite. Il resta figé, le museau posé contre la main devenue immobile. Puis il leva lentement la tête, ses yeux brillants fixés sur la lumière naissante qui filtrait par la fenêtre. Il ne gémit pas, il ne chercha pas à réveiller celui qu'il protégeait. Comme sur un champ de bataille, il comprit. Son compagnon venait de rejoindre ceux qu'il avait aimés et perdus. Ce matin-là, quand les voisins vinrent s'inquiéter de ne pas voir Walter sortir, ils trouvèrent Ranger assis dans l'allée, immobile, tel un monument de fidélité. Il resta ainsi jusqu'à ce que la maison se remplisse de murmures endeuillés et de larmes contenues. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Walter avait pris ses dispositions. Dans une enveloppe laissée à Dr. Liu, il avait écrit « Ranger ne doit jamais retourner en refuge. Il doit continuer sa mission auprès de quelqu'un qui saura l'aimer et comprendre ce qu'il est. Peut-être un vétéran, peut-être une famille, mais jamais l'oubli. » La disparition de Walter bouleversa le quartier tout entier. Le vieil homme qui entretenait son jardin avec rigueur, que beaucoup avaient pris pour un solitaire grincheux, laissa derrière lui un vide que chacun ressentit profondément. Mais ce vide n'était pas total, car à ses côtés, il restait Ranger. Le berger allemand, silencieux, demeurait comme une extension de l'âme de Walter. Sa présence imposante et digne rappelait à tous que l'histoire n'était pas finie. Dr. Angela Liu prit naturellement les choses en main. Fidèle à la promesse inscrite dans la lettre laissée par Walter, elle organisa une rencontre avec la fondation. Rapidement, la question se posa. Où Ranger devait-il vivre désormais ? Certains proposaient un centre spécialisé, d'autres une famille d'accueil. Mais au fond, tout le monde savait que ce chien n'était pas un simple animal. Il était un vétéran, un frère d'armes. La réponse vint d'un homme arrivé discrètement à la cérémonie en l'honneur de Walter. Marcus Hale, un ancien sergent de l'armée amputé d'une jambe en Irak. Il se tenait en retrait, son béret à la main, les yeux fixés sur Ranger avec un mélange de respect et de reconnaissance. Quand on lui demanda pourquoi il était venu, il répondit simplement « Walter et moi, nous ne nous connaissions pas. Mais son histoire a traversé tout le pays. J'ai vu son documentaire. Et j'ai compris qu'il avait donné un sens à ses derniers jours grâce à ce chien. Moi aussi, je cherche ce sens. Si Ranger accepte, je veux marcher à ses côtés. » La première rencontre eut lieu dans le jardin de Walter, encore couvert de traces de neige. Marcus s'avança lentement, sa prothèse crissant sur le gravier. Ranger le fixa longuement, immobile, comme s'il évaluait l'homme devant lui. Puis, après de longues secondes de silence, il fit 3 pas, s'approcha et posa son museau contre la main tendue de Marcus. Ce simple geste scella une nouvelle alliance. Ranger avait choisi. À partir de ce jour, le chien continua sa mission, mais avec un nouveau partenaire. Marcus, malgré ses blessures, avait encore cette énergie brute des soldats qui refusent de plier. Ranger, lui, avait cette patience apprise au contact de Walter, ce mélange de vigilance et de douceur. Ensemble, ils devinrent rapidement inséparables. La fondation, les gardiens silencieux, prit une ampleur inattendue. Grâce au second documentaire de Sarah Liu et à l'héritage laissé par Walter, des dizaines de chiens militaires trouvèrent de nouveaux foyers auprès de vétérans. Chaque duo représentait une victoire contre la solitude, un rappel que même les cicatrices les plus profondes pouvaient devenir des points d'ancrage. Ranger, désormais reconnu comme symbole vivant de cette mission, fut invité à plusieurs cérémonies officielles. À chaque fois, Marcus marchait à ses côtés, tenant la laisse, non comme une contrainte mais comme un lien sacré. Les deux formaient une silhouette qui inspirait silence et respect.
Un soir d'été, lors d'une veillée organisée par la Fondation, Marcus prit la parole devant une centaine de personnes. Ranger était assis à ses pieds, immobile comme toujours. Marcus raconta « Walter m'a laissé bien plus qu'un chien. Il m'a transmis une mission. Ranger n'est pas là pour combler mes manques. Il est là pour me rappeler que nous ne sommes jamais seuls, que chaque jour est une seconde chance. » Sa voix se brisa un instant. Et je crois que c'est ce que Walter voulait, que chacun de nous trouve une raison de continuer malgré la douleur. Les applaudissements résonnèrent de longtemps ce soir-là. Certains pleuraient, d'autres souriaient, mais tous comprenaient qu'ils assistaient à la continuation d'une histoire qui dépassait les individus. Ranger, lui, ne changea jamais vraiment. Il resta ce chien stoïque, attentif, portant en lui la mémoire des hommes qu'il avait aimés et perdus. Mais il avait appris, auprès de Walter, à se laisser approcher de nouveau, à croire que, malgré les blessures, il y avait encore un demain possible. Et ainsi, l'histoire se transmit de main en main, de cœur en cœur. Walter Gaines, le vieil homme qui avait osé demander le chien le plus détesté, n'était plus là pour la raconter. Mais Ranger, lui, continuait de marcher, et chaque pas qu'il faisait rappelait au monde que les âmes brisées ne sont jamais perdues pour toujours. Elles attendent seulement qu'on leur tende la main, qu'on leur donne une mission, une place, une seconde chance. Dans le silence d'un crépuscule, Marcus s'accroupit un jour près de Ranger et murmura « On continue, soldat, pour Walter, pour tous les autres. » Le chien leva les yeux vers lui, et dans ce regard, il y avait tout, le passé, le présent, et la promesse que tant que le devoir l'appellerait, il répondrait. Parce que parfois, les histoires les plus incroyables ne naissent pas de la gloire ou des médailles. Elles naissent dans la simplicité d'un vieil homme fatigué qui a choisi d'aimer ce que le monde rejetait. Et ce choix, à lui seul, avait changé des vies, sauvé des enfants et bâti un héritage que rien n'effacerait.